Voilà, dernier jour de off-road dans un petit gîte perdu au pied d'un volcan. Je crois qu'il n'y a rien à plus de 150 km d'ici. Prêt à partir. Petit 10 à remettre sur la moto à Laurent. Petit bricolage d'usure normal. Ouais. Et puis on repart. Ciao. Salut tout le monde, ça y est, ça sent la fin. Et oui, c'est le dernier épisode de ce fabuleux voyage en terre islandaise dans lequel vous verrez nos 3 derniers jours sur place. Dans cet ultime épisode, je vais vous faire un bilan comptable et logistique de ce voyage. Mais en attendant, nous avons encore de belles images à vous montrer sur cette journée du 14, puis du 15, avant de retourner au port le 16 pour un départ le 17 à 10h. Alors, pour aujourd'hui, le programme a changé car notre autonomie en essence ne nous permet pas de faire la trace prévue que vous voyez en noir et qui fait 200 km pour arriver à la prochaine station essence. L'Islandais que nous avons rencontré hier soir au refuge nous a indiqué où était la station essence la plus proche et donc nous changeons la trace que vous découvrez en rouge. La station-service se trouve au bout de la piste F905 à l'intersection de la route numéro 1, à peu près à 120 km de là où on est. Alors c'est parti, mais avant, direction le volcan Askja pour aller nous baigner dans ce fameux endroit rendu célèbre par Lolo Cochet. On va avancer plus, Chinese. Venez là, selfie les gars. Après nous être baignés dans le cratère de ce fameux volcan, nous sommes de retour sur les motos et il nous reste un bout de la F910 à finir. Donc ça va être encore un peu sportif pendant quelques temps. Et au fait, je confirme ce qu'avait dit Lolo Cochet. En haut du cratère, il y a bien écrit « À vos risques et périls ». L'eau était chaude, mais ça allait. Par contre, ça sentait énormément le soufre et je pense que c'est ça qui est pas bon. Allez, je vous laisse avec ces derniers beaux décors de la piste F910.
Et voilà, nous venons de traverser notre dernier passage à gué du voyage et nous bifurquons sur la F905 pour rejoindre cette station-service à l'intersection avec la route numéro 1. Il est 15h40, ça fait quelques minutes que nous sommes partis du petit snack à côté de la station-service où nous avons mangé un hot dog de mémoire. Il nous restait que 10 km d'autonomie quand on est arrivé. En faisant un petit calcul, même sans l'erreur de la trace de la veille, nous aurions eu des problèmes pour arriver jusqu'à la station-service prévue à l'origine. Le sable nous ayant fait consommer beaucoup plus qu'à la normale. Donc, on a pris la bonne décision et maintenant on finit la journée par la route. La journée se termine à Djopibougour. Aujourd'hui, nous avons fait 305 km, dont 120 de off-road. Nous avons fait quelques courses pour compléter nos plats lyophilisés et acheter de la bière, évidemment. Puis nous avons trouvé un petit camping à côté du port pour la nuit. La matinée aura été sympa à rouler sur nos dernières sections off-road. Et puis cet après-midi, la route, c'est la route quoi. Ça peut paraître long par moment. Heureusement que ce pays offre de magnifiques paysages. Allez, à demain. Et oui, parce que en fait, il filme tout le temps, il est allumé. Hein? T'as les 30 secondes précédentes qui sont enregistrées. J'ai réaccéléré, que l'avant-tank. On reviendra dans 10 ans. On s'était donné... Lucas, il m'a dit, là, quand je serai grand, on pourra faire un road trip en moto, toi et moi, tous les deux. Je vous amènerai ici. C'est pas là, mon fils, il veut venir en Islande depuis des années, mon grand. T'es venu sans lui? Et ouais, il marronne. Il m'a dit qu'on se refasse. Ça tient, non, le scotch, ça a l'air de tenir. Ah ouais, Ouais, mon grand, ça il est tient partout, nickel. en Islande, partout, quoi. Mais Ouais, ton scotch aussi sur ma pochette là. par contre, il fait, ta chaîne, elle le claque. Ouais, j'entends, mais je préfère qu'elle claque que l'inverse. Le petit décathlon, c'est pour réparer les sacs étanches, tu sais. Des sacs comme ça, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous attends un peu aussi, là. Attends, les deux. Ah ouais.
Merci, c'est gentil. Merci. C'est parti pour notre avant-dernière journée en Islande. Aujourd'hui, nous allons faire 320 km de route. Nous repartons vers l'ouest pour aller voir la dernière dinguerie de notre voyage avec le glacier de Jökulsárlón. Le glacier de Jökulsárlón, sa particularité, c'est qu'il plonge dans la mer, ce qui crée des petits icebergs qui se décrochent et qui s'échouent un peu au large pour ensuite revenir sur la plage qui s'appelle la Diamonds Beach, sur laquelle on fera quelques photos qui, avec le courant, ramènent quelques petits morceaux de glace. Allez, on va commencer le petit bilan au niveau logistique, financier et faire le point sur tout le matos qu'on a emmené pour ce voyage. Alors, on va commencer déjà par la période. Il faut savoir que pour nous motards et notamment pour ceux qui veulent absolument faire les pistes sur l'île, la fenêtre de tir, c'est simple, il n'y en a pas 50, c'est pour moi juillet-août. Certains penseront peut-être à partir de mi-juin jusqu'à mi-septembre, mais il faut savoir que nous, le dernier jour, au dernier camping là au port, nous avons croisé des Français qui étaient arrivés une semaine avant nous, qui ont fait 3 semaines sur place, et ils nous ont raconté que la première semaine a été très compliquée pour eux, parce qu'il n'y avait encore qu'une seule piste d'ouverte sur l'ensemble de l'île. Concernant septembre, je me souviens d'avoir croisé un mec chez moi dans les Alpes qui venait de rentrer d'Islande et qui l'avait fait justement en septembre, et il nous avait dit qu'il avait quasiment frôlé l'hypothermie tellement il faisait froid à cette époque-là. Nous avons choisi les 3 premières semaines de juillet pour partir. Alors quand je dis les 3 premières semaines, il comprend une semaine de voyage pour arriver et repartir d'Islande. Nous, on a eu particulièrement de la chance avec la météo. Je pense qu'on pourrait retourner 10 fois de suite, qu'on n'aurait pas cette chance-là. Alors, pour venir jusqu'en Islande, il faut savoir que nous sommes venus à 2 voitures. On partait du sud de la France, 3 des Bouches-du-Rhône dans une voiture et 2 des Hautes-Alpes dans une autre voiture évidemment. Nous sommes allés donc jusqu'au nord du Danemark, à Hirtshals, pour prendre le ferry. Donc entre l'essence et les péages, ça nous a coûté 2000 € l'aller-retour pour les 2 véhicules. À savoir que les péages, nous en avons eu qu'en France. En Allemagne et au Danemark, rien. Rien que cette partie-là fut un périple, Ça nous a fait faire 1800 km à l'aller et 1800 au retour. Ça nous a donc pris 2 bonnes journées, et à l'aller nous avons choisi de couper la route en 2 et nous avions pris un hôtel à Francfort en Allemagne. Nous en avions eu pour 280 € pour 2 chambres. C'est pareil, arrivé au Danemark, on avait préféré de choisir la sécurité et d'arriver la veille du départ en ferry. Donc nous avions pris un Airbnb au Danemark. La nuit nous avait coûté pour tous les 5 210 €, ce qui est largement raisonnable. Ensuite, le lendemain, avant de prendre la direction du port, on a laissé les voitures et les remorques sur un site de gardiennage à 5 minutes du port. C'est très simple. Ça nous a coûté 330 € pour les 2 semaines, pour les 2 véhicules. On en arrive maintenant au bateau, avec des billets qu'on a achetés plusieurs mois en avance pour ne pas se faire piéger, car l'Islande est prisée. La traversée direction l'Islande dure 2 jours à l'aller, 2 jours au retour. Le coût du billet s'élève à 1350 € pour nous par personne, mais ça comprend tous les repas au resto cafétéria pour les midis et pour les soirs. Ça, c'est pas une obligation, c'est un choix de notre part. Il faut savoir d'ailleurs qu'on y mange très très bien sur le bateau. C'est vraiment de la nourriture de qualité. Nous avions pris une chambre pour 4 avec hublot, et il y en a un qui dormait sur un lit de camp au milieu de nous. Il faut savoir que c'est autorisé. Ensuite, sur le bateau, nous les repas c'était ok. Le problème, c'est qu'on tourne vite en rond. Ça dure 2 jours, et à part manger et boire, il n'y a pas grand chose à faire. Pensez à prendre un livre parce que la connexion Wi-Fi coûte cher. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur les dépenses faites sur le bateau, parce que ça appartient à chacun. Il faut savoir qu'il y a 3 restaurants plus ou moins chers.
un bar où les consos sont pas donnés non plus, hein. Puis une boutique souvenir qui peut servir, hein, pour tous ceux qui sont adeptes de la dernière minute. Dans les dépenses qui ne sont pas forcément prévues, nous sommes fait plaisir à l'aller en profitant d'un petit jacuzzi. D'ailleurs, si ça vous dit, à réserver quand on repart des îles Féroé. C'est au top d'être dehors dans le jacuzzi, entouré des îles. Concernant le bateau, on a fait le tour. Maintenant, l'essence sur place. Ça nous aura coûté entre 300 et 350 euros, je dirais plutôt 350 euros par personne pour l'ensemble du voyage. Je compte évidemment pas les 1200 euros pour 5 de dépannage au refuge. Ça, c'était évidemment pas prévu et on a un peu surpayé l'essence, mais bon, c'est normal. Ensuite, concernant les logements, nous avons fait le choix de dormir un maximum sous les tentes. Nous, on aime ça et surtout, ça évite de devoir se mettre la pression chaque jour pour arriver à un hôtel ou un appartement. Surtout que, selon les endroits, c'est pas facile d'en trouver un en dernière minute. Nous avons passé 14 jours sur place, avons dormi 8 fois sous les tentes dans des campings, avons loué 2 appartements, avons passé une nuit à l'hôtel et avons passé 3 nuits en refuge, dont 2 payantes. Le total de dépenses pour les 14 jours par personne s'élève environ à 500 euros. Tout ça c'est pareil, si vous prenez pas d'appart, pas d'hôtel, forcément ça fera moins. Concernant les campings, ils sont plus ou moins bien équipés, mais globalement on arrive à prendre une douche tous les soirs qui peuvent être payantes en plus de l'emplacement réservé. Souvent il y a des réfectoires pour pouvoir y manger et passer un peu de temps à l'abri, hein, parce que les conditions météo, encore une fois, en Islande peuvent être compliquées. Concernant les repas midi et soir sur place, ça c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails financiers parce que ça dépend tellement de chaque personne, ou de l'appétit, ou de la façon de voir les choses, sandwich, resto, etc. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour aller là-bas, nous avions prévu une quinzaine de repas lyophilisés et des petits-déj lyophilisés, ainsi que des bars énergétiques. Pour ma part, tout ça, j'en ai eu pour 250 euros. Ensuite, nous avons fait quand même quelques restaurants, snacks, et nous nous sommes fait aussi plaisir avec quelques bonnes tables, et puis par moments des apéros un peu copieux. Tout ça, c'est évitable. Donc pour faire un total du bilan financier, ça nous a coûté environ 5 000 euros par tête, tout compris. Mais je pense que pour des personnes qui voient le voyage de manière plus route, pour 3 500, allez 4 000 maximum, je pense que ça peut le faire. Bon, il faut savoir que nous, on s'est pris le dépannage au refuge, qu'on s'est fait plaisir aussi avec une belle sortie bateau au deuxième jour pour aller voir les cétacés, qui nous a coûté, il me semble, 150 euros par personne de mémoire. Allez, on passe maintenant à la partie matos qu'on a embarqué pour ce voyage. Pour certains, ça paraît beaucoup, mais effectivement, pour tous les 5, on est à peu près tous pareils. On a embarqué 150 litres de matos. Il faut savoir que nous, on privilégie le confort le soir sur le bivouac ou au camping. D'ailleurs, on n'a jamais été gêné par le poids ni l'encombrement en tout terrain. Il faut savoir qu'on est en mode voyage, pas en mode attaque, en mode course ou rallye. Donc, généralement, on roule sur le TET. Il n'y a jamais trop de difficultés. Et même, par exemple, pour ceux qui connaissent, sur la section 4 du TET France en Ardèche, où il y a des montées coquines, on n'a jamais été mis en défaut. Il faut effectivement un petit peu de temps au départ pour se réhabituer au comportement de la moto, mais globalement, ça se porte plutôt bien. Par contre, le soir, on est très bien sur le bivouac. Alors, je vous explique. Je vais parler pour moi. Alors, moi, j'ai des sacoches Reckless Moscow 80 litres. Alors, c'est 25 de chaque côté, plus 4 en dessous, et normalement, il y a un sac de 22 litres dessus, que moi, je prends pas. J'ai choisi un sac de 40 litres, plus un autre que je mettrai sur un porte-bagages derrière. Alors, pour les sacoches de côté, il y en a une qui est dédiée à la tente et au tapis. Il faut savoir que je voyage avec une tente 3 places. C'est le cas pour tout le monde, je crois. Ça permet de pouvoir rentrer les affaires, en plus de nous, dans la tente en cas de mauvais temps. Et puis on est tous des grands bébés, il n'y en a pas un qui fait moins d'1,85 m dans la bande.
Donc pour pouvoir se déplacer et être à l'aise sous la tente, c'est quand même plus pratique. Sur la deuxième sacoche de côté, j'ai ma trousse à outils, une chambre à air renforcée, donc qui prend de la place, un compresseur, un petit peu de visserie, ainsi que ma tenue de pluie tout de suite accessible, tout de suite sur le haut de la sacoche. Concernant le premier sac de 40 litres, celui qui est sur le porte-bagages, ce sac était dédié à la bouffe. Donc j'avais tous les plats lyophilisés, les desserts, les petits déjeuners, les barres de céréales. J'avais aussi donc le jet boil, les bouteilles de gaz, les couverts, la tasse. Dedans, j'avais également aussi des chaussons duvet pour le soir au camping. Dans une petite poche latérale de ce sac, j'avais d'un côté un change serviette plus maillot. Parce que en Islande, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel endroit où il y a une source d'eau chaude. C'est bien de l'avoir à portée de main pour vous baigner au milieu de la journée. Dans l'autre poche latérale du sac, j'avais du matos de remplacement pour la moto. Levier de frein et d'embrayage, pédale de frein, sélecteur de vitesse et un jeu de disque d'embrayage complet. Enfin, le deuxième sac de 40 litres, c'est là où j'avais tous les changes. Donc quelques caleçons, j'avais à peu près 4 caleçons, 3-4 paires de chaussettes, 3 t-shirts, un pantalon, une paire de chaussures qui est utile pour les quelques randonnées qu'on a à faire. J'avais également un lit de camp. Il faut savoir qu'en Islande, alors nous ça nous est pas arrivé, mais si par exemple vous passez une nuit au camping du Landmannalaugar, c'est que de la pierre. Et le matelas ne pourrait pas suffire, voire même vous pourriez le percer. J'avais aussi des changes dessous techniques pour la journée sur la moto, avec 2 tenues hautes et une tenue basse. Et enfin une tenue technique pour la nuit sous le duvet pour les soirées fraîches. Enfin, dans les 2 petites sacoches de 4 litres sous les grosses latérales, dans une, j'avais une chaise Décathlon pour les midis quand on mangeait au milieu de nulle part, et dans l'autre, le matelas gonflable. Maintenant, au sujet des pneumatiques, nous sommes partis tous avec des pneus Motoz, Adventure ou RAL-Z. Les pneus étaient neufs, pour un voyage comme ça de 3000 km, vaut mieux partir avec une monte neuve. Alors en termes d'adhérence, je ne sais pas s'ils sont vraiment meilleurs que la concurrence. Par contre, ce qui fait la différence avec ces pneus, c'est leur longévité. Il faut savoir qu'avec les miens, j'ai fait les 3000 km de l'Islande. Au mois de septembre, après, j'ai participé à un rallye, j'ai fait 700 km avec. Et je peux encore faire au moins 500 bornes, je pense, aujourd'hui. Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout dit, vous savez tout. Si jamais j'ai oublié quelque chose ou vous pensez vous à quelque chose, dites-le moi en commentaire, j'y répondrai. Bon bah cette fois c'est fini. Ce fut un voyage incroyable, cette île est fantastique. Nous avons mis la barre très haute, ça va être dur de se projeter dans le prochain trip. Si vous avez la chance de pouvoir y aller un jour et que vous y pensiez, n'hésitez plus, allez-y. C'est un voyage qui ne nécessite pas d'avoir forcément un niveau technique excellent. C'est plutôt facile, allez peut-être hormis la piste F910 et puis les passages à gué où c'est bien d'être plusieurs quand même sur certains. Je remercie donc tous ceux qui ont regardé cette série, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez voir sur la chaîne qu'il y a d'autres séries sur d'autres voyages et il y en aura d'autres qui arrivent. Et enfin évidemment, je remercie mes 4 amis à qui je fais une grosse bise. Sophie, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah, t'imagines on a caché, on a tout planqué. On a tout planqué, ouais, on a tout planqué. Quand tu allais demander à la meuf,